Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de cette série débutée à Malifaux avec Robin. Salut Robin! Salut! Alors aujourd'hui on va parler du temps. Le temps pas en tant que, comment dire? Facteur du jeu, mais un peu, comment gérer le temps? Comment faire pour que, une partie ne dure pas 5 heures? Ma première partie de Malifaux, elle a duré littéralement 5 heures. La première partie que j'ai fait avec Zex, alors qu'il reprenait le jeu, a duré 8 heures, qu'on a coupé en 2 fois. Oui. Oh merde, vous avez Hem, posé un jour, quoi. Vous avez posé un jour de table, c'est fini. Commence non, à on a 8:00, fait à 18:00, vous rentrez à la maison rincé, vous avez fait: «Oh là, c'était une grosse journée». non, on a fait en 2 fois du coup, mais ouais, c'est très, très long et c'est pas un cas isolé. Beaucoup de gens, prennent énormément de temps, en fait. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, mais il y a moyen de voir des choses pour éviter que ça prenne, 5 heures par partie. Alors un premier truc qui est important, je trouve, c'est, la connaissance de son crew et savoir un peu, ce qu'on appelle faire l'unpack, c'est-à-dire le tour 1. Est-ce que tu peux nous parler d'unpack? Alors moi, j'utilise plus le terme de setup du tour 1, mais c'est vrai que c'est ça, c'est un unpack, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, je verrai de pour moi, ça commence au déploiement même, hein. Je sais que encore aujourd'hui, à chaque tournoi que je fais, je choque souvent mes adversaires puisque quand je suis attaquant, vous devez diviser votre crew en 2. On désigne, l'adversaire vous désigne une moitié de crew à déployer, puis ensuite il déploie tout le reste. Ben, moi, je déploie toujours tout à la fois. C'est-à-dire que le mec, il me choisit une des 2 moitiés, moi je retiens lesquels modèles il a pas choisi et je déploie quand même tout le monde et le mec me regarde en disant: «Mais tu as tout déployé?» Je fais: «Ouais, ouais, mais les et j'ai mis de côté les cartes de ceux que tu as pas désignés, je peux les redéployer autrement si je le souhaite». Mais en fait, c'est pourquoi je fais ça? Parce que je veux pas faire d'erreur. Je veux pas faire d'erreur sur mon tour 1, parce que quand on déploie la première moitié, quand on demande de déployer l'autre moitié: «Ah bah merde, j'ai plus la place pour mon soc 50. Ah bah lui, il est face à un arbre. Ah lui, il est derrière une maison du coup. Ah bah, fait chier». Donc en fait, pour éviter déjà cette erreur-là, il faut connaître un petit peu son déploiement global, quoi. Et donc gérer son unpack, c'est aller du déploiement, donc de ce que je viens de décrire là, où je suis un peu trop rentré dans le détail peut-être, jusqu'à Non, cette fin c'est de tour important. où, on va jusqu'à là où on voulait tour 1 et qu'on a mené, ce qu'on voulait faire tour 1. Alors là, je sais, j'ai parlé comme un politicien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque crew a ses objectifs tour 1. Tu as des crews qui vont être plus orientés sur des synergies en interne, comme le Brewmaster. Donc il va se dire: «Moi, mon objectif, c'est que tour 1, tout le monde ait bu, 20 bières». Bon bah pouf, on va mettre les marqueurs poison partout, on va faire toutes les synergies possibles pour se dire: «Je veux optimiser mon tour 1 pour avoir réussi à faire tout ça». Il y en a d'autres, ça va être dire: «Moi, je veux distribuer des patates. Je suis venu pour me battre, donc on est tour 1, ça m'ennuie, j'aimerais être dans le visage de l'adversaire». Et donc là, on va mettre en place comment, avancer, au mieux pour pouvoir mettre en place ces menaces. Par exemple, je parlais du joueur qui m'avait joué McMorning au dernier, choucroute, ben, de nouveau, je peux reprendre cet exemple en me disant: «Voilà, je prends des figurines qui vont avec les Ride With Me», donc les fameuses figurines qui peuvent emmener une figurine avec eux sur la table et je vais construire mon tour 1 pour amener le plus loin possible mon master pour qu'il puisse aller combattre en fin de tour 1, par exemple. Et chaque crew va avoir un petit peu ses objectifs tour 1. Donc ce qui est important, c'est déjà avoir un peu en tête ce que vous voulez faire tour 1. Vous déployez en fonction de ça, avoir choisi la liste bien sûr pour répondre à ça et avancer et réussir votre tour 1 correctement. Là, ça va jouer beaucoup aux activations alternées, donc il va falloir savoir quoi jouer dans quel ordre pour pas vous gêner. Et je redonne le conseil que j'avais redonné dans une autre vidéo qui est de dire: «Décide pas avancer en se croisant les uns les autres, en swarm comme un essaim, mais plutôt avancer tout droit». Et avancer tout droit de manière à laisser l'espace aux copains autour pour ne pas perdre, si vous voulez des pouces parce qu'on doit contourner ses propres copains qui nous gênent ou qu'on est bloqué. Parce que ça arrive très vite à Malifaux. Malifaux, c'est quand même un jeu avec des mécaniques exigeantes, donc c'est important de bien savoir ça. Et je Ouais, pense que donc oui, dis-moi? ouais, donc pour, pas rentrer trop dans le détail, c'est-à-dire, connaître, comme tu disais, je reprends ce que tu dis, connaître ce qu'on a envie de faire et faire de la façon la plus optimisée possible. C'est ça. L'idée, c'est on va donner un exemple. Est-ce que tu as un master ou tu as un unpack qui ou enfin, un setup Tourin, puisque tu préfères l'appeler comme ça, qui est, connu, rapide, efficace, que tu sais faire un peu par cœur? Bah, par exemple, j'ai pour reprendre ce master que j'ai joué des centaines de fois. En fait, j'ai déjà un, c'est tout simple. Quand on commence le tour, je vais me déployer de manière à respecter des auras de buff et d'ordre d'activation. Ça veut dire quoi? Mon totem, il peut donner focus à quelqu'un à 2 pouces, et ben, je vais mettre le Damned pas loin, qui est une pièce à dégâts. Parce que comme je veux agresser tour 1, mon Damned va du coup être à portée d'être amélioré, d'être supporté pour faire plus de dégâts tour 1.
La vachette va jouer très tôt dans le tour pour pouvoir tout de suite donner, le bonus. Elle va se faire mal en donnant une compétence pour améliorer mon master sur la survie de ses copains et elle va avancer. L'activation d'après, je vais la soigner, je vais placer, je vais améliorer les lampes au sol, ce qui fait que tout le reste du crew aura des bonus à partir de là. Donc tant mieux parce que comme il y en a que 2 refs qui ont joué, c'est plutôt pratique. Ensuite, très rapidement, ça va être le master et d'autres références un peu tampons qui vont jouer. J'en ai 3-4 comme ça que je peux jouer dans n'importe quel ordre. Ça ne change plus rien à partir de là. Et quand donc ces 3-4 activations tombent, le master tombe et le master, lui, va pouvoir piocher énormément. Comme il pioche énormément, je vais pouvoir optimiser ma main. Comme j'ai optimisé ma main, je vois comment je peux agresser en fin de tour. Dès lors, il me reste 3 activations fortes. C'est ma première agression, ça va être Ostera, la femme au pigeon qui attaque à travers tout, le Damned et celui qui peut les améliorer, le support de placement qui est le Kurgan. Et en gros, bah, je vais souvent jouer la madame au pigeon, essayer de tuer un minion adverse parce qu'elle peut faire 5 dégâts à 12 pouces en ligne de vue et cycler un peu ma main. Et ensuite, le Kurgan va placer le Damned pour que ma dernière activation du tour, ce soit le Damned qui puisse sauter à travers tout décor et donc traverser un petit peu la table pour être où il veut et attaquer quelqu'un de manière isolée, le prendre en duel et grâce à ma main, le tuer. Voilà mon tour 1 Jetza. Franchement, ça, je l'ai fait 100 fois, quoi. Ça ressemble à Oui ça. Voilà. et C'est aussi bête que c'est ça. ouais, c'est ça, c'est alors aussi bête, ça a l'air complexe, mais en fait, c'est, assez basique, en fait. C'est, on joue d'abord, les modèles, de support, puis, on joue à la fin les menaces. C'est, assez universel, en fait, comme règle, à Malifaux. En tout cas, sur, la quasi-intégralité des crews et bah, c'est un truc qui ne dépend enfin, qui dépend peu de la table, qui dépend assez peu, finalement, de ce que fait ton adversaire, des choses comme ça et donc c'est quelque chose que tu peux refaire à l'identique, bah, limite quelle que soit la table, quel que soit l'adversaire, hein. À peu de choses près, c'est ça. Il y a peu de paramètres qui vont venir embêter ce placement-là. C'est si la table est très vide et qu'il y a beaucoup de tireurs en face. Ça va être si, il y a aussi une menace très, très violente et très rapide en face. Mais ça, c'est rare à Malifaux, hein, quand même, que ce soit très violent et très rapide, c'est rare. Ou alors c'est un dash LV2 qui va traverser la table, activation 2, mais du coup, il va se faire tuer à la fin du tour, quoi. Ça va pas être rentable. Mais, si on joue, disons dans une manière un peu compétitive, ça existe peu, quoi. Et donc du coup, il y a pas tant de paramètres pour venir, gêner effectivement cette montée sur la table. Par contre, chose que j'ai peut-être pas dit dans mon setup, ce qui est très important, toutes les références avancent parce qu'il y a une prise de table qui est nécessaire. Ça veut dire que tout le monde va faire au moins un mouvement vers l'avant si c'est pas 2. Même le master, même si c'est tour 1, il va avancer, il va pas rester à la maison à rien faire. Parce que, j'ai besoin ça reste une bulle, j'ai déjà une bulle, c'est ces fameux crews qui jouent, proches les uns des autres. Où les référents jouent les proches les uns des autres et pour exister, ben, il faut monter au centre de la table pour Jeddah. Donc on va faire ça. Même si j'ai 2 attaques, même si j'ai une figurine qui part en missile, donc qui part un peu toute seule, qui va chercher ce duel, ce que je disais avec le Damned, je vais essayer de garder ma bulle qui monte sur la table, voilà. Ça, c'est un peu le plan de jeu de fond du tour 1 de Jeddah 1 comme moi je la joue. Voilà, Et c'est ouais et je dis, que ce que je disais, c'est que c'était transposable. Effectivement, tous les crews ont, certaines choses en commun. Le fait d'avancer sur la table, le fait de, les 9/10 du temps générer des ressources, c'est-à-dire, du focus, des conditions comme fast, du shield, commencer à poser des, marqueurs pour les tours suivants et cetera et en fait, bah, comme effectivement on joue loin, bon sauf peut-être dans un déploiement wedge, où on peut être facilement les uns sur les autres, Hem, finalement, c'est quelque chose, qui revient très souvent. Comme tu dis, tu as joué des centaines de fois ça avec Jedza. Je crois que mon setup avec, Kairis 2, c'est pareil, je l'ai joué plusieurs dizaines de fois et c'est toujours le même, toujours le même. Ça, en fait, c'est quelque chose d'assez fondamental parce que, déjà, ça prépare à faire une bonne partie derrière. C'est important, en fait, de, savoir comment notre crew est censé fonctionner, comment on génère nos ressources, comment on avance et cetera et bah, ça, c'est quelque chose qui peut être automatique et à la place de perdre 1 heure et demie à se réfléchir en se disant: «Ah mais attends, mais non, mais j'ai activé machin avant truc, donc ça veut dire qu'il faut que j'active bidule pour le soigner, mais j'ai mis machin devant ma truc, donc attends, faut que je le déplace, donc et ben, en fait, c'est assez facile de se mettre sur une table vide, placer ces gens les uns à côté des autres et réfléchir un peu à se dire: «Tiens, bah, OK, dans quel ordre je fais les choses pour que ça soit, le plus simple?» Et l'essentiel des crews, en fait, a, un peu de setup à faire, ne serait-ce que, bah, avancer, c'est quelque chose qui est assez primordial, assez important
et bah, par exemple, Hoffman a un totem qui pousse les gens, Jedza a le Kurgan qui pousse les gens, et cetera et en fait, on a besoin de réfléchir à ça parce que, bah, ça sera la même chose à toutes les parties et le réimproviser à chaque fois, c'est pas du tout efficace. Ça, c'est, bah, du coup, ce que tu appelles le setup tour 1, ce que j'ai appelé l'unpack et c'est, bah, une des premières choses à apprendre, je pense, quand on démarre le jeu, et qu'on veut vraiment apprendre un crew. Une fois qu'on va dire on a sélectionné son crew, on se dit: «Ah oui, je sais que c'est ça que je veux jouer» et bah, c'est, un truc assez important. Ce tour 1, il est affable à la maison, comme tu disais, hein, table vide, ça suffit, on met les figurines. Ça peut être sur un bord de table, on a pas besoin des 36 pouces, hein, on a besoin juste de la largeur un peu d'un déploiement type. On peut varier sur le flanc, le corner si on a envie d'aller pousser le truc, mais juste faire un standard, c'est-à-dire une ligne droite, poser ses figurines, se dire dans quel ordre j'active quoi, et pourquoi pas avec un deck de cartes pour s'entraîner juste à se dire: «Ah bah attends, il fait ça là, il fait ça là, il fait ça là», juste pour voir ce que ça donne. Encore aujourd'hui, moi je le fais de moins en moins, j'avoue que je suis devenu un peu flemmard avec ça, mais ça reste un truc qu'il faut faire. Et par exemple, Ludo le fait à 100, hein. Ludo, il on a déjà fait des parties où il teste un master et il rentre et le soir, il me fait: «Bon là, je reteste des tours 1 à la maison, quoi». Tu vois? Genre en mode, je retravaille justement ces unpack là. Je revois comment je me déploie mieux pour optimiser ce tour 1, quoi. Parce que le tour 1, on le disait dans la vidéo d'avant, on a que 5 tours de jeu dans Malifaux. C'est court mine de rien et 2 actions par mec, ça fait 10 actions. Si le début de la partie, c'est mal se déplacer, mal, gêner les copains et dépenser les actions pour rien, et ben, en fait, on part derrière, quoi. C'est un peu Mmh. comme les mecs qui se déploient pas sur la ligne de départ. Alors ça, à Malifaux, j'ai pas toujours raison, donc prenez-le avec des grands guillemets, ce que je veux dire là. Quand vous déployez en arrière d'une ligne de déploiement, c'est des pouces que vous ne rattraperez jamais. Vous avez le droit de marcher à moins de votre distance maximale de mouvement, mais vous avez pas le droit de marcher à plus. Donc du coup, si vous vous déployez 2 pouces derrière la ligne de déploiement, et ben, malheureusement, ces 2 pouces là, vous les récupérez pas. Donc c'est aussi quelque chose à penser quand vous travaillez vos tours 1, c'est comment j'optimise mon placement. Je peux avancer de 3 pouces, mais je peux pas avancer de 7 si j'ai 5 de mouvement. Donc du coup, il faut que je me mette de manière à optimiser ça. Et alors pourquoi j'ai dit mettre des gros guillemets là-dessus? Parce que si en face il y a une menace terrible, ou si vous êtes en wedge et qu'il y a un jack d'eau, venez pas m'insulter en commentaire parce que effectivement un jack d'eau tour 2 il est chez vous, il a tué 5 personnes. Non, effectivement, il y a certains match-up où il faut se déployer en arrière. Donc il mais ça c'est quelque chose qu'on apprend par la suite. Mais, c'est les rares cas où on est contraint sur notre unpack par, le crew adverse, heu, ou le match-up, quoi. Mais de Mais manière ici, il faut le générale, connaître. voilà, Faut ça faut c'est un l'avoir truc que tu pratiqué. apprends. Mais l'avantage, ça, c'est pas une partie longue. C'est-à-dire qu'en 5 activations, il y a un serrage de main et on se redéploie, quoi. L'apprentissage est très rapide sur ce genre de blague, ça arrive très Oui. vite. Mais au moins c'est bon, mais il faut tous le et tout le monde se l'est pris une fois, hein. Il faut pas se sentir vilain que ça t'arrive, c'est genre, tout le monde se l'est bouffé. Ah oui, oui, C'est ça le tour 1 où on s'est fait surprendre, ça arrive, mais voilà et après on s'adaptera. Mais voilà, mais essayer d'optimiser ce tour 1, le travailler à la maison, comme tu dis, ça fait déjà gagner du temps sur les parties. Parce que quand on va arriver en partie avec le copain, même si on n'est pas au fait des schemes, de la strat, de tout qui est parfait, le déploiement il est en flanc qui vous gêne un peu par rapport à ce que vous avez taffé. Ouais, mais les grandes lignes, vous les avez. Donc déjà, un tour 1, efficace, quoi. Ça change déjà beaucoup de choses, je suis d'accord avec toi. ouais. Et alors ensuite, il y a 2 petits trucs, qui sont des petits conseils basiques et ensuite on va attaquer un plus gros morceau. Un, c'est, prenez l'habitude en fait, d'annoncer vos règles. C'est-à-dire par exemple si quelqu'un vous dit: «Tiens, je veux t'attaquer ce personnage», dites: «OK, les règles défensives de mon personnage, c'est ça, ça et ça». En fait, déjà, ça permet d'avoir un jeu beaucoup plus propre, parce que ça fait que vous n'oublierez pas des règles, l'adversaire va pas oublier des règles, et que vous vous retrouverez pas 3 activations plus tard en disant: «Ah mais non, mais j'avais de l'armure, donc en fait je suis pas mort, comment qu'on fait?» et ça permet en fait, d'éviter des allers-retours, des hésitations, des machins et cetera. Ça pour moi c'est important et deuxième truc c'est, Heu, ayez confiance en fait et n'attendez pas 10 secondes à chaque fois que vous avez besoin de flip une carte. C'est un truc que j'ai vu tous les débutants faire, c'est: «Bon bah je t'attaque», on se regarde dans le blanc des yeux, il approche la main de son deck, il m'attend, je l'attends et du coup je dis: «Bah OK, on y va», enfin et en fait, ça prend du temps un peu pour rien. Bon ça c'est anecdotique, mais par contre maintenant on va attaquer un truc un peu plus J'aime important qui J'aimerais bien oui réagir vas-y, sur 2 sauf si choses tu veux que tu as réagir. dites, parce Vas-y, que je vas-y, pense vas-y. que ces 2 choses-là sont très différentes. La 1re, il y en a un, c'est un symptôme et l'autre, c'est quelque chose qu'il faut effectivement faire. En fait, dans le premier exemple que tu donnes là, c'est être manœuvre, c'est avoir en fait, Malifaux n'est pas un jeu de punition, et à gotcha.
comme enfin, il est pas joué comme ça par la communauté, c'est plutôt mieux de le dire comme ça. Oui, Par rapport à War Machine comme il était. War Machine, c'était un jeu de mécanique pur extrêmement cruel. Une erreur de mécanique, c'était une erreur de jeu. Même si l'intention était là, si l'erreur mécanique est là, bah, tant pis pour vous. Et les très bons joueurs à haut niveau, ils se devaient d'avoir des mécaniques parfaites, en fait, hein. Donc c'était cruel et c'était sans pitié. Ceux qui sont passés par là le savent. À Malifaux, on est plus ouvert. Par contre, on est moins couillon avec ça, parce que le jeu, en fait, a beaucoup trop de mécaniques de fond poussées, beaucoup trop de connaissances pour qu'on puisse se permettre de axer le jeu autour de ça. War Machine, à haut niveau, c'est ce qui pouvait faire la différence entre une victoire et une défaite. À Malifaux, ça va arriver 50 fois par partie. Et donc, c'est insupportable. Donc, ce qui se passe, et la plupart des joueurs sont là-dedans, il y a très peu de joueurs qui sont pas beaucoup là-dedans, c'est que les gens annoncent, effectivement. Et le fait d'annoncer, comme tu disais, le Dream très justement, ça évite l'oubli, ça fait gagner du temps, et surtout, on joue au jeu. Ça veut dire, ah bah je t'attaque et tout. Ah ouais, mais j'ai serré une contenance, donc t'as un flip négatif, tu te rates, je survis, donc maintenant je joue. Ah bah merde, voilà. Bah je te charge là. Ah bah j'avais disguise, bah du coup tu peux pas taper. Ah bah merde. Non mais on passe de frustration en frustration, on ne joue plus au jeu. Alors que quand ouais, on connaît les paramètres, et ben en fait les gotchas deviennent des interdictions et non pas justement des, «je t'ai bien eu», tu vois? Et c'est comme mmh, ça que le jeu est joué, c'est comme ça que c'est intelligent. Donc c'est ça, tu as tout dit. Moi, mais j'irais même plus loin en fait, c'est moi je le fais aussi quand j'attaque. Quand j'attaque quelqu'un, je lui dis: «Bon, bah, là, trigger, j'ai plus un dégât, mais attention, sur mon attaque, je peux avoir un slow ou un, anti-armure». Voilà, et le mec le sait. À partir de là, il décide s'il triche ou pas, mais ça va l'aider énormément à prendre sa décision. Tu vois? Il va se dire oui, tout de suite: «Ouais, si je peux le risquer. Là, on est déjà en négatif, et ben, on y va. OK». Donc je pense que bien annoncer vos règles et dans l'action, ça vous aidera déjà. D'ailleurs, oui, une chose pour gagner du temps par rapport à ça, c'est ne pas hésiter à utiliser l'application, et quand vous attaquez quelqu'un ou vous faites attaquer, vous mettez la carte de la figurine qui est en train de jouer, qui est en train de vous attaquer ou que vous êtes en train d'attaquer. Parce que même si l'adversaire, comme ça, vous dit les informations, vous les avez aussi sur le papier. Ça vous aide aussi à prendre des décisions rapides. Voilà. Ça, c'était pour le premier point sur les maneurs. Et alors ça marche partout, hein. Partout en Europe, c'est joué comme ça. Moi, j'ai rencontré très peu de joueurs, peut-être 1 sur 20 à peu près dans mes tournois, qui sont pas dans cet esprit-là. Et en général, j'ai fait en sorte qu'ils le deviennent. Ça veut dire qu'ils m'ont eu sur une connerie et derrière, je les ai sur deux trois conneries, et le mec, et je lui laisse un take back. Je lui fais: «Tu vois là? Eh ben, OK, si tu veux, on le fait pas, mais on joue comme, on joue en annonçant». Et le mec a toujours accepté. Ça m'est arrivé là en Pologne cet été où il y avait un mec War Machine, justement esprit très War Machine, et à un moment donné, il me fait un truc qui est un peu sur un gotcha. Je fais: «Bon, bah, tant pis pour moi». Et le coup d'après où lui, il aurait pu se faire avoir, il se fait avoir et je lui fais: «Bah non, si tu veux, fais-le pas, fais autre chose, parce que moi, j'aime pas jouer comme ça. Mais à partir de maintenant, sache qu'on joue selon on annonce. Et si on déclare quelque chose et qu'en fait, il y a une règle qui apparaît, on peut ne pas la faire, quoi. On peut dire: "Bah non, finalement, je fais ça". Voilà». Et il l'a accepté, et à partir de là, la partie a été plus fluide et elle était plus tranquille aussi. Parce que moralement, on était moins dans cette logique de faut pas faire d'erreur à tout prix. On était plus dans la logique de, bah, on joue au jeu, en fait. Voilà. ouais, Voilà pour l'exemple, ça c'était pour la première chose que tu dis. La deuxième chose que tu dis, c'était le fait que le mec, il dit: «Je t'attaque», il met la main sur son deck et il compte jusqu'à 25 avant de flipper sa foutue carte, et on a envie de flipper la carte et ça fait chier la table et ça fait chier tout le monde. Alors ça, c'est un syndrome pour moi, c'est un syndrome du: «Je sais pas pourquoi je fais ça». Ça, c'est un syndrome très clair de quelqu'un qui n'a pas de plan de jeu et qui, du coup, à chaque action de ce qu'il fait, au moment où il déclare une action et qu'il va pour la faire, il met la main sur le deck, mais comme il sait pas trop pourquoi il le fait vraiment, et ben, c'est le moment où il se dit: «Il faut que je réfléchisse». À War Machine, c'est arrivé aussi avec des mecs qui branlaient les dés une demi heure dans la main, comme ça, ils ramassaient les dés et puis au moment où ils ont déclaré l'attaque, parce qu'en fait, ils savent pas vraiment pourquoi ils le font. Alors que quand tu sais pourquoi tu le fais, bah, tu flippes ta carte, tu veux savoir le résultat. Donc c'est un peu un syndrome du joueur sans plan de jeu. Alors moi, j'en ai rencontré quelques-uns, notamment au choucroute, et bon, parfois c'est chiant, hein, parce qu'on regarde le mec, comme tu dis, les Dream, on voit sa vie défiler, quoi. On peut faire ses ouais. impôts en parallèle, sur l'appli, on peut vivre sa vie, hein, parce que c'est vite relou. Mais comme je disais, ouais, c'est vraiment un syndrome de quelqu'un qui n'a pas de plan de jeu, et je pense qu'on va défricher cette idée de plan de jeu juste après. Donc je rentre peut-être pas plus dans le détail et je te laisse reprendre le fil, si tu veux bien. Ouais. Bah, en fait, ça rejoint un peu le plan de jeu. Pour moi, c'était, une réflexion qui est un peu plus importante et sur laquelle, on peut passer un peu plus de temps, qui est un truc qui rejoint un peu l'unpack, c'est, jouer vite les activations faciles et prendre le temps uniquement pour les activations complexes. C'est-à-dire, j'ai un tour, compliqué parce que, l'ordre d'activation, c'est compliqué, parce que machin et cetera. Si, il n'y a pas de menace imminente,
Rien ne m'empêche de jouer les choses faciles. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est isolé sur un flanc tout seul, il va avancer, poser un skim. Bon, bah, je peux le dire: «OK, bah, j'avance, je pose un skim». Ça prend 30 secondes et ça me laisse le temps de réfléchir aux choses plus importantes. Hem Justement, les choses plus importantes étant les figurines qui ont plusieurs possibilités, les des ordres d'activation plus complexes. C'est pareil pour l'unpack, enfin le tour 1, c'est-à-dire que tu peux passer du temps à réfléchir pour tes 3 dernières activations, comme tu disais sur Jetza, OK, comment le Kurgan va placer le damned, qui le damned va aller cibler, est-ce que ton adversaire est capable de te le punir, et cetera. Ça, c'est des réflexions, ça peut demander du temps, il faut prendre le temps, mais le fait d'activer le totem et de dire: «OK, je file focus à machin, je prends un dégât, j'avance», c'est rapide, c'est 10 secondes il faut pas hésiter à comment dire? Aller vite sur les activations faciles, pour, être plus tranquille et pouvoir prendre son temps sur les activations complexes. Alors c'est d'autant plus vrai que si tu joues à la cloque, hein, bien sûr, parce que là on parle, ça vaut le coup pour garder sa réflexion et son énergie, on va dire, sur les activations fortes, comme tu dis là. Parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a pas que le temps, il y a aussi l'énergie, hein. Une partie en 8 heures, Oui. ou une partie en 5 heures, en une fois. À la fin, on a le cerveau qui bout, quoi, on n'en peut plus. Donc le fait de aussi se dire qu'il y a des activations qui sont simples et qui font du bien et qui relâchent un peu la pression, c'est très bien. Le fameux perso un peu de corps à corps qui vaut 5 à 7 points, qui est à portée de rien, vous savez ce tour-ci il y arrivera pas et il y a besoin de temporiser. Bon, bah, il avance, il prend cover, il prend concealment, il se place bien, il balance un petit focus sur lui-même. S'il a une bonus intéressante avec une aura, pourquoi pas? Sinon, pouf, soit on passe la cloque, soit on dit: «À toi», soit les 2. Mais en tout cas, c'est bon, pas la peine de se de fondre le cerveau à essayer de faire des choses, qu'il y a pas besoin, quoi. Donc je suis d'accord avec toi, il y a des activations comme ça qu'on peut passer vite. Les skim runners, ça peut être aussi ça, bien qu'il y ait une notion, de tempo. Après, disons que ce qui prend du temps pour un débutant, au début, c'est de bien, donc le plan de jeu, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire savoir pourquoi je fais ça. En fait, quand on joue à Malifaux beaucoup et qu'on a un plan de jeu avec l'adversaire aussi, bah, ça ressemble à un match d'échecs quand on regarde un match d'échecs entre des joueurs confirmés. Ça veut dire qu'en fait le début, l'unpack aux échecs, bah, c'est un peu l'ouverture, c'est la même chose, hein, pour ceux qui connaissent. Donc en gros, c'est comment on va bouger quel pion dans tel ordre, en fonction qu'on soit les blancs ou les noirs et comment on répond à cette ouverture en face. Bah, ça, c'est littéralement un peu l'unpack de Malifaux. Donc c'est pareil, donc quand on les voit jouer, paf, 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 les 5 premiers tours, ils fusent à 200 km/h parce que, ben, on récite des gammes en fait, hein, on récite des gammes, on récite, quelque chose qu'on sait faire. Ensuite vient le premier choix, donc on va adapter le plan de jeu, on va se dire: «Bon, bah, je vais agresser là et tout», donc il y a les premières réflexions. Puis après ça se réaccélère parce que les choses se font, en tempo en fonction du tour. Le début du tour, il va être un petit peu lent parce qu'en général, il y a un accrochage quelque part, il y a quelque chose à faire d'important, on prend l'initiative pour quelque chose. Après on rentre dans une routine de à toi, à moi et sur la fin de tour, là, il y a des choix assez importants parce que c'est là qu'on va valider les points de victoire ou quoi. Donc la temporalité, elle ressemble à ça dans la partie. Et en général, moi, dans mes parties, il y a souvent un moment, si je suis en difficulté surtout, où, tour 3, entre le tour 3 et le tour 5, bah, j'ai un moment où parfois je prends, 5 minutes pures de réflexion. C'est-à-dire je sais même pas encore ce que je vais activer. C'est à moi de jouer et boum, pendant 5 minutes, je regarde la table, je dis rien, je suis dans mon monde parce que c'est le moment un peu déterminant où mon plan de jeu est mis à mal ou alors le plan de jeu de l'adversaire me gêne trop et donc il faut que je réussisse à, répondre aux 2 de manière positive et donc ça crée un trou, un moment de pause un peu dans le jeu, quoi. Et ça, c'est tout le monde un petit peu fait ça parfois, mais parce qu'on est dans une réflexion un petit peu avancée sur le jeu. C'est-à-dire on est dans ce jeu de plans de jeu qui se répondent, quoi. On est dans ce jeu de rôle donné, de voilà, de choix de fond. Pour un Mmh. débutant, on n'est pas dans cette temporalité-là malheureusement. Souvent, on est dans des temporalités quand l'unpack est pas été fait, comme tu disais, le dream, c'est que en fait, tout va être lent parce qu'on sait pas, jouer dans quel ordre et tout va être un petit peu avec regret: «Ah mais merde, si j'avais fait», comme tu l'avais très bien, décrit juste avant. Et en fait, ce qui va prendre du temps, c'est beaucoup les flips et les duels et la triche. Parce qu'en fait, on sait pas pourquoi on triche. On sait pas trop, est-ce que j'ai intérêt de défendre ça ou pas? Bah, je réfléchis, je prends 10 secondes pour dire oui ou non, au petit bonheur la chance parfois. Ou parfois parce que je pense que c'est dangereux, mais alors que c'est pas dangereux. Ou alors j'ai sous-estimé une menace, je vais dire non et puis ça va me mettre dans la merde et puis je vais passer, 3 activations à essayer de remonter la tête hors de l'eau et à essayer de trouver des solutions et donc ça va m'apporter encore du temps de réflexion. Donc ce qui est le nerf de la guerre pour progresser dans le jeu, c'est le plan de jeu, de progresser dans le temps de jeu, hein. C'est vraiment le plan de jeu. Que ça soit de l'unpack à, qu'est-ce que je fais tour après tour. Moi, ce que je donnerais comme conseil, comme d'habitude, c'est bien désigner dans sa tête quelle figurine on veut tuer chez l'adversaire et essayer de le faire et se dire du début à la fin du tour: «Je veux faire tel point
peut-être pas le skimm ce tour-ci, mais celui-là oui et je veux faire mon point de strat. Comment je le fais? Qu'est-ce que je garde comme action pour faire ça? Et comme ça, en fait, ça va organiser votre tour. C'est un peu comme si on vous disait, «Bah, écoute, nettoie ta maison ou range chez toi». Tu vas te lever, tu vas faire: «Bah, merde, je fais quoi?» Machin. Alors que si on te dit: «Bah, voilà, de après-demain, on range, on a 2 heures», et là, tu te fais: «Bon, alors attends, écoute, il faut que je fasse la buanderie et puis toi, si tu veux, en attendant, bah, tu fais le placard et puis après, on se retrouve pour la chambre». Tu voyez la différence dans ce que je dis là? C'est la différence entre planifier les choses et vraiment les faire au petit comme ça, à l'instinct, quoi. Et c'est ça qui va faire pour moi la grosse, grosse différence, en termes de temps de jeu. Même si le plan de jeu est pas bon, même si on se trompe, même s'il y a des réflexions dans des moments clés, ce sera toujours plus rapide, que le reste. Moi, je vois que même à un niveau plus élevé, quand je tombe sur des crews que je ne connais pas ou que je teste des crews que je ne connais pas, je réussis à rester dans des parties de 2 heures et demie sans problème, juste parce que j'ai des plans de jeu, en fait. C'est juste à ça que ça tient. C'est-à-dire même si je connais pas les capas, même si je les découvre en partie, bah, ça tourne bien. Alors c'est sûr que quand il y a les plans de jeu plus la connaissance, bah, parfois ça fait des parties, qui peuvent durer 1 heure et demie, 1 h 45 quoi. Mais quand on, voilà, c'est ça pour moi qui fait toute la différence. Ouais, effectivement, avoir un plan, prendre le temps en fait. Et justement, c'est ça que je disais, comment dire? Faire pas les applications, Les activations. les activations, merci, faciles, pour pouvoir prendre le temps de faire les grandes. On parlait de clock justement, la clock c'est un bon outil d'apprentissage, mais c'est même pour, soi-même, comme tu disais, la fatigue mentale, le truc, bah, à un moment, si on veut pas que la partie, enfin, la soirée elle est limitée, notre temps est limité, et donc, bah, il y a bien un moment où on va être, limité par le temps. Donc, bah, c'est important de se dire: «OK, bah, je prends pas trop de temps sur les trucs qui servent à rien et bah, je peux me permettre de, bah, prendre les 5 minutes que j'ai besoin pour faire mon plan de jeu au début de chaque tour». Et en fait, prendre 5-10 minutes au début de chaque tour, juste pour réfléchir à son plan, bah, c'est pas grave en fait, parce que sur une partie, totale, ça sera une demi heure sur, 2 heures et demie. Et si derrière comment ça s'appelle? Les tours se font plus vite, parce que, bah, on n'a pas besoin de réfléchir des heures à, qui marque, comment, quoi et cetera, et ben, finalement on est gagnant dans cette histoire. Oui, tout à fait, hein. Mais ça, comment dire? C'est voilà, il faut que ça tourne par des décisions de fond, quoi. Mais comme un général militaire qui sait qu'il envoie, telle troupe ici, répond avec telle chose et ainsi de suite. C'est comme ça et puis c'est comme ça qu'on prend du niveau dans le jeu, quoi qu'il arrive, parce qu'on commence à avoir des réflexions de fond. On est moins à se balader, sur la table sans savoir trop quoi faire et réagir, à ce qu'on nous propose, quoi, hein. Souvent un joueur, débutant ou intermédiaire ou même parfois des joueurs avec un peu de bouteille, mais qui se posent pas trop ces questions-là, ils peuvent perdre très facilement parce qu'on leur donne quelque chose à manger. Tu vois? Tu leur mets quelque chose dans les pattes, tu leur mets un truc et puis en fait, bah, ils le gèrent parce que faute de mieux. Tu vois? Ils ont pas d'idée de fond de quoi faire, donc ils font: «Bon, bah, je gère ça, quoi». Mais finalement, ben, gérer ça, c'est pas gérer autre chose, voilà et en fait, c'est on devient meilleur aussi avec ça. Donc c'est non seulement du gain de temps, mais c'est aussi meilleur en termes de stratégie globale quand on commence à faire ça. Voilà. Oui, Ça, c'est assez complètement. important et puis après pour ceux qui commencent à jouer à la cloque, c'est très bien parce que ça permet déjà de quantifier le temps qu'on joue. Ça veut dire que sans être une cloque punitive, juste une cloque informative, c'est-à-dire l'utiliser juste pour savoir, mais en fait, parce que parfois on a des fausses idées, parce que quand on joue le temps, vous savez, le temps, c'est pas le même, hein. Einstein, il a théorisé tout ça, mais en gros, quand on s'amuse, c'est pas le même que quand on souffre et tout ça. Voilà, le dream, quand vous allez flipper votre carte et vous comptez jusqu'à 10 dans votre tête, pour lui, c'est passé 3 heures dans sa vie. Donc du coup du coup du coup, à l'inverse, quand vous réfléchissez à quelque chose qui vous intéresse ou quoi, il s'est peut-être passé 5 minutes, mais pour vous, il s'en est passé que 10 secondes, quoi. Donc c'est être capable d'avoir une cloque à côté qui est très pragmatique et qui va donner la vérité vraie, c'est bien parce que ça vous dira: «Ah oui, effectivement, sur cette partie, bah, j'ai joué, 1 h 45 et tu as joué, 1 heure, quoi. Ah oui, j'ai joué une fois et demie ton temps, quoi, presque 2». Bah, c'est bien de s'en rendre compte parce que du coup, ça permet déjà de voir si oui ou non on est un joueur rapide ou pas. C'est pas quelque chose de sale, hein, c'est ça Oh s'apprend, non. ça s'apprend. C'est pas une tare définitive, c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut se stresser. Souvent les joueurs qui sont un peu lents, ils ont peur de ça. Ils ont peur en fait qu'on les stresse, on les force à aller vite. Ils sont là pour jouer à la figurine, ils sont pas là pour souffrir. Ils sont pas là pour qu'on les emmerde, ils sont pas au boulot, donc ils ont pas forcément envie de changer leurs habitudes à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que jouer plus vite, c'est positif pour vous aussi.
C'est pas, juste, sympa pour le mec en face. C'est positif pour vous et c'est positif pour les tournois. Parce que malheureusement, en événement, moi, si je pouvais faire des rondes en temps infini, je pourrais. Mais le problème, c'est que j'ai 48 heures pour faire un tournoi, j'en ai pas 100. Il faut que je puisse faire des rondes et pour faire des rondes, il faut que je donne un temps de début et un temps de fin. Et pour le D'ailleurs, garantir et en garantir l'équité, et ben, je suis un peu obligé de mettre une cloque aussi. Et donc du coup, c'est pour ça que le thème de la cloque revient aussi vite et on l'a vu en tournoi international, c'est quelque chose qui devient, très normalisé et donc du coup, je me permets un ou 2 conseils sur la cloque. C'est un, ça permet de quantifier un peu ce que vous faites. 2, ça va vous aider justement à prendre des décisions rapides dans des moments clés parce que là, vous dites, bon, bah, vous avez un peu plus en conscience que vous perdez du temps quand vous faites certaines choses et donc du coup, ça vous les activations rapides vont vous donner du temps pour les activations plus lentes, pour les moments de réflexion de début, de fin de tour. Donc ça va être un cercle vertueux qui va vous rendre meilleur dans ce que vous faites. La cloque rend les gens plus forts, hein, vraiment. Et puis voilà, puis après va apparaître quelques stratégies à la cloque ou quoi, mais parfois, heu, jouer vite, c'est aussi faire réfléchir vous réfléchissez sur «le temps de l'autre» entre guillemets. C'est-à-dire que si l'adversaire met 3 minutes à faire une activation, à réfléchir à comment faire, parce qu'on voit qu'il est dans le doute, on voit qu'il est pas sûr de ce qu'il fait et que c'est à vous et que vous faites, bah, lui il avance, il focus à toi, littéralement 2 secondes 5. Et ben, le mec il repart, il a pas eu le temps de souffler de sa réflexion, il est dans sa réflexion et vous, vous pouvez réfléchir de nouveau sur son temps. Donc ça fait un snowball comme ça où le temps est très positif pour vous. Voilà. ouais. Donc ça, c'est Après, quelque je veux juste revenir sur la notion de tournoi. Hem, c'est un truc qui s'adresse, comment dire? Un podcast qui s'adresse aux débutants. Et en fait, le mot tournoi peut faire peur, mais en vrai. Hem, à Malifaux et je pense comme dans pas mal de jeux de figurines, ce qu'on appelle tournoi, c'est pas forcément un environnement très compétitif où, les gens, sont là pour gagner, jouer leur vie et cetera. En fait, on appelle tout événement, où il y a, plus de 8 personnes, on va dire, un tournoi et bah, en fait, c'est juste, histoire de jouer contre plein de monde, rencontrer des gens nouveaux, et cetera. Hem, En fait, oui, il faut désacraliser le tournoi. oui, En fait, le tournoi, ce n'est c'est un lieu où toute la commu une partie de la communauté, enfin tous ceux qui ont envie, se regroupent et là, on a tous les profils. On va avoir des mecs qui sont là parce qu'ils aiment le modélisme, ils aiment le jeu. Il y en a qui sont là pour le narratif, il y en a qui sont là pour le compétitif et tout et le but de ces événements-là, c'est respecter toutes les approches. C'est de se dire: «Il y a pas une approche qui prédomine les autres, il y a pas une approche qui est, moins bonne que les autres». L'important, c'est de participer, sur la passion autour du jeu. Donc du coup, de ce jeu qui est Malifaux. Donc du coup, c'est pas c'est très il faut aller à tous les tournois, quoi. Actuellement, en France, je ne connais pas de tournoi où je me dis, «Telle approche de jeu, elle est trop dénigrée», quoi. Tu vois? Finalement, tu peux y aller à tous les tournois de France, tu peux y aller et jouer, comme tu l'entends, il y a pas de souci. Là, le dernier choucroute qu'on a fait, il y avait moins d'Allemands qui ont tendance à être, eux, plus compétitifs, mais c'est moi j'aime bien, hein. Mais du coup, comme il y en avait moins, bah, l'ambiance était plus tranquille et on sortait du tournoi polonais qui fait que les gros joueurs français, ils avaient tous changé de faction. Et comme ils avaient tous changé de faction, ben, le niveau moyen était vachement plus bas que d'habitude. Et donc les équipes, elles perfaient moyen et tout le monde a été un peu «au milieu de tableau» entre guillemets, quoi. Personne a enfin, il y a qu'une équipe qui a vraiment dominé, mais tout le monde sinon était un peu à la même enseigne. Et donc c'était très bien parce que du coup, tout le monde pouvait tester des choses, jouer différemment. C'est une autre ambiance que d'autres choucroutes où parfois, il y a plus, des joueurs très compétitifs, mais c'est pas grave parce que les grondes suisses fait qu'ils vont vite se rencontrer entre eux. Donc un joueur non compétitif, et beh, au pire, il en rencontre un, quoi. Et ouais, derrière, le ventre moyen qui était très français ou quoi, qui se battait un peu entre eux et ensuite on avait les débutants. Mais ce qui est très bien, c'est que quand les débutants tombent sur des anciens, bah, les anciens leur expliquent le jeu, quoi, hein. Ils les aident, ils leur donnent énormément de conseils et ainsi de suite. Donc personne n'est perdant sur un événement, sur un tournoi, quoi. Les gens reviennent chaque fois en disant: «Ben, ouais, j'ai appris des choses, j'ai passé des bons moments, j'ai découvert j'ai mis des têtes sur des pseudos», c'est il faut faire du tournoi. Voilà, moi je le dis depuis toujours, je le dis dans tous les endroits où je vais, il faut faire du tournoi, c'est fondamental, le jeu existe, au travers de ça, beaucoup. ouais et aussi, bah, parce que ça permet de rencontrer, des choses qu'on n'a pas chez nous. Parce que le jeu, la richesse du jeu, c'est aussi sur la quantité de masters, donc sur les choses différentes qu'on peut affronter. Et bah, on n'a pas en local, des gens qui jouent toutes les factions, ou tous les masters, donc c'est bien et bah, encore une fois, tournoi veut pas dire que, ça sera, un truc extrêmement compétitif. Il y a des tournois extrêmement, casus où, bah, les gens viennent avec, même font des règles spéciales pour que le jeu soit moins compétitif.
Donc bon, c'était la petite parenthèse, pour le mot tournoi. Mais du coup, qu'on soit en tournoi, donc c'est-à-dire, dans un événement organisé où on a un temps limité ou que, bah, juste on soit en soirée, chez soi, le temps, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup d'être géré parce que c'est extrêmement dommage de, ne pas finir toutes ces parties. Parce que, bah, oui, forcément, de temps en temps, on finit pas des parties, mais si comment dire? Si toutes ces parties se terminent tour 3, et bah, c'est pas ouf, hein, parce que le jeu est vraiment conçu pour être joué dans ces 5 tours. On a besoin d'avoir 5 tours pour, marquer les points, ou pour deny des points à l'adversaire et en fait, on arrive avec des parties qui sont pas très satisfaisantes, en tout cas sur le long terme, quand on arrive à en terminer aucune. Et la cloque, que ça soit même pour du jeu amical, ou que ça soit, à titre d'entraînement ou, bah, dans des milieux un peu plus compétitifs, c'est pas une mauvaise chose. Alors, il y a plein de gens qui hurlent, sur la cloque, hein. Il y a eu des débats, sur Discord. Je j'aime la cloque aussi, je trouve que c'est, intéressant. Hem, mais c'est pas l'avis de la communauté en général. Donc pour ceux qui aiment pas ça, Ah, rassurez-vous, en fait, mais c'est sans vouloir être méchant avec personne, hein, la cloque, il y a ceux qui l'adoptent et ceux qui l'ont pas essayé, en fait, c'est toujours comme ça. C'est non, mais c'est pas ouais, méchant, mais c'est toujours comme ça. C'est que tu débats avec des gens qui n'ont pas la culture de la cloque et qui sont contre parce qu'ils en ont peur, en fait, c'est du sentiment. Et pour les gens qui l'ont essayé, bah, les gens, ils sont pour parce qu'une fois que tu l'as essayé, tu comprends que c'est positif à tous les étages, en fait. À moins de tomber sur, Jean-Michel Gros Relou, il y a pas de raison. Ça marche très bien. La Sol, par exemple, on en avait parlé, il a essayé la cloque un peu à la polonaise où les temps neutres sont partagés entre les joueurs, donc il y a même plus de temps neutre, donc c'est un peu plus resserré et il disait: «Ben, moi, ça me permet de faire des soirées où je rentre chez moi à minuit, en fait, où je peux coucher mes petites, aller chez Charles, faire une partie et rentrer chez moi, en fait et je suis pas éclaté le lendemain, donc ça change la vie, donc c'est bien mieux. Comme ça, on peut faire une partie de A à Z, comme tu disais, qui est intéressante et pas rentrer chez soi à 2 heures du mat, quoi. Donc même dans une approche, de jeu, comme tu dis, à la maison, ça a vraiment un point très positif. Ça fait évoluer sur les plans de jeu, ça fait évoluer sur l'analyse du jeu, donc ça fait évoluer à tous les étages. Le plus grand meurtrier de Malifaux, c'est les premières parties. Ça, on en a peut-être pas assez parlé. C'est pour ça que ce podcast a aussi beaucoup d'importance pour moi. C'est que en fait, les premières parties qui durent 5 heures, tu perds des joueurs. Tu as des mecs, ils ont acheté leur crew, ils l'ont peint, ils ont déjà un peu plein du modélisme, on leur en veut pas, c'est normal. C'est dur à monter du Malifaux et ils arrivent enfin pour leur première partie. Ils ont peut-être fait une démo avant, ils ont peut-être fait un henchman hardcore, pourquoi pas. Mais là, c'est leur première partie. Ils jouent en 35 ou en 50 soulstone, peu importe et ils mettent 5 heures à le faire et puis ils se disent: «Mais attends, je joue à un jeu de figurines où je joue 10 figurines ou 8 et il me faut, 5 heures pour faire une partie». Mais tu perds des mecs. Des mecs qui font: «Moi, je peux plus faire ça, moi, je peux pas, hein». Moi, la femme, les enfants ou même juste, un emploi du temps bien serré, où ils jouent à d'autres jeux de figurines qui se jouent en 1 heure à 1 heure et demie, à la Game of Thrones, ils vont pas se dire, «Bah, écoute, là, c'est 5 heures, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible» et ils en font 3, 4, 5 et puis c'est toujours 4 heures ou 5 heures. Parce que justement, il y a pas cette analyse de fond voilà et puis les gens c'est pas facile à trouver, hein, donc ça rend long, quoi et ben, tu perds énormément de joueurs, hein. Puis moi, j'en connais beaucoup comme ça ou des communautés qui ont pas décollé à cause de ça, hein. Vraiment, hein. mmh mh, mmh. Beh, c'est un jeu qui est complexe, hein et il y a une partie au début qui est un peu incompressible, qui est la partie, règles parce que, bah, tu joues contre, un crew, et des modèles que tu as jamais vus à chaque fois quasiment, je pense. Donc déjà, prendre le temps de comprendre. Alors il y a une partie, qui est sur le comment en fait, lire un profil. On va peut-être pas avoir le temps pour cet épisode, mais qui est un sujet intéressant aussi. Mais globalement en fait, bah, il y a un temps un peu incompressible et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est important de s'entraîner à gagner du temps là où on peut. Hem, pour tout le monde en fait, parce que ça permet de jouer plus déjà, ça permet et surtout vraiment de ce que je disais, de prendre son temps, sur des choses qui valent le coup de prendre leur temps dessus. Parce que, finalement, perdre, 10 minutes à chaque fois qu'on veut activer un minion, qui de toute façon fera rien, et bah, ça fait qu'on terminera pas la partie, c'est dommage en fait. Alors que, bah, prendre ces mêmes 10 minutes pour, bah, discuter des règles, discuter de l'activation du beater, de l'activation du master, et cetera, bah, c'est plus agréable en fait et on s'en rend pas forcément compte mais,
Bah, il y a beaucoup de choses Lionel qui sont pas importantes. Lionel et Vas-y. Charles, ils avaient eu cette discussion-là quand on était en Pologne tous les 2. Ils disaient: «Il y a des fois où il faut accepter de pas optimiser chaque action. Il y a des fois où il faut accepter que ce n'est pas parfait ce que j'ai fait, mais parce que je garde du temps pour que le reste soit au mieux, en fait». Et chercher le mal-il-faut parfait, et ben, en fait, c'est un jeu trop long et c'est un jeu qui ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire si on se donne temps infini, on se dit: «Pour la partie, on a 15 heures, 20 heures, peu importe». Et on essaie d'optimiser chaque action, chaque placement, chaque machin. Est-ce que le jeu sera vraiment meilleur? Est-ce que les sensations de jeu seront meilleures? Est-ce que bah, non, en fait. Il y a un moment donné aussi, c'est bien le temps limité parce qu'on reste des êtres humains et donc en fait, il faut notre concentration, elle est limitée, notre bonne santé, elle est limitée, notre intérêt est limité et donc en fait, c'est bien aussi de jouer avec ces données-là et pas se dire comme si on jouait sur un jeu d'ordinateur en tour par tour sans fin, quoi. Dès qu'on pourrait revenir plus tard, comme un Civilization que vous voulez jouer, sur 15 heures parce que vous voulez à tout prix la victoire, machin. Bah, là, en fait, sur Malifaux, c'est bien aussi de faire des concessions et on fait tout le temps des concessions de toute façon dans le jeu. Mon placement, c'est un concession entre la menace adverse, la prise de la table et les décors qu'il y a autour et donc chaque action que je fais est une concession entre différents points. Donc du coup, le temps doit devenir une de ces ressources qui participent à ces concessions d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à partir de là qu'on va réussir à déjà gagner débloquer du temps, garder l'espace cérébral pour ce qu'on a vraiment besoin et se libérer un petit peu de cette problématique-là. Pour pouvoir faire des parties où finalement l'enjeu c'est plus l'apprentissage et avoir passé un bon moment que juste qui a gagné ou qui a perdu, sur 5 heures, quoi. Voilà, moi c'est un peu mon avis, sur sa gestion de temps. Voilà, nous quand on a commencé avec Ludo, on n'avait pas d'anciens à Strasbourg. Donc tout ce qui était questions règles, c'était forum, donc il y a des fois où on devait se dire: «Vas-y, je sais pas, vas-y file-moi une carte sur 7+, c'est oui, sinon c'est non» et puis on s'en fout, puis on continue la partie et puis c'est pas grave, quoi. Et on faisait des parties où on avait beaucoup de mal à avoir le tour 5 parce que c'était trop long, c'était trop long. Mais on s'est accroché, on avait envie d'y jouer, donc on a fini par être dedans. Mais c'était dur, hein, sans anciens, sans rien, c'est dur, hein. Il y a une nouvelle communauté dans le sud, j'ai hâte de les rencontrer parce que justement, eux aussi, ils sont un peu partis de rien, donc c'est vachement bien, hein, c'est vachement chouette et je me demande comment ils se sont organisés pour que ça fonctionne, pour être aussi nombreux. Ouais. Mais donc, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Dans les axes d'amélioration, en fait, je pense que le temps, ça fait partie des plus importants, mine de rien. Hem, enfin, pour plein d'autres raisons qu'on n'a pas citées, le fait que, bah, finalement faire plus de parties, c'est plus intéressant que faire, une seule partie, mais en prenant beaucoup de temps à réfléchir, que, Mmh, bah, c'est vrai. ça permet de jouer de façon plus agréable, ça permet d'être plus concentré pendant toute la partie, et cetera, et cetera. Donc et bah, hésitez pas. Le temps est pas une fin en soi, sauf, quand on est dans un événement organisé, mais ça vaut le coup quand même, bah, de s'y pencher et d'y réfléchir un petit peu. Oui, tout à fait. Heu Si vous devez et essayer la cloque, essayez 1 heure et quart chacun. Pour commencer, les fins de tour en temps neutre, ça veut dire que la cloque est en pause, la création de liste et le déploiement en pause et ce que vous faites, c'est que vous prenez le réflexe pour pas oublier la cloque. Quand on dit: «À toi», c'est-à-dire que j'ai fini l'activation, on dit: «À toi de jouer». Je tape sur la cloque en même temps. Ça, c'est le point le plus important pour intégrer la cloque au début et ne la jouez pas forcément en cloque, j'ai gagné, j'ai perdu à 0, mais juste à titre indicatif. Comme ça, vous voyez et ça vous aidera peut-être à jouer tranquillement et surtout, dites-vous, la cloque, en fait, Hem, ça vous accompagne, c'est pas une punition. Moi, je suis un joueur qui est fort à la cloque, ça veut pas dire que je finis très vite mes games, ça veut dire que je me cloque quasi jamais. Je sais pas si vous comprenez la subtilité entre les 2. Le but, c'est pas que je joue en une demi heure ma partie. Le but, c'est que sur l'heure 15 qui m'est donnée, et ben, que je m'en sorte très bien, même si je dépense 1 heure 13. Ça veut dire que ce temps-là, je le respecte, il n'est pas une contrainte qui me tue. Mais c'est pas pour autant que je n'en dépense le moins possible. Je l'utilise au mieux et c'est parce que je l'utilise au mieux que je passe un bon moment avec mon adversaire aussi et que moi je peux puiser dedans. Vraiment, c'est une ressource, hein. C'est comme le nombre d'actions de mes figurines pour faire mes 8 points de victoire. Exactement comme avec mes Skimrunners qui font leurs actions et tout. Voilà. Ça serait mes conseils, un peu pour la cloque, pour un peu, voilà, vous libérer un peu, voir un peu la réflexion de fond, quoi. mmh et bah, écoute, sur ce, au revoir et rendez-vous au prochain épisode. Salut!